I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous. Venir au Maroc et ne pas payer ses impôts, ça n'est pas bien. Surtout lorsqu'on s'appelle Google et Facebook. Eh bien, cette histoire sera sans doute bientôt du passé. C'est officiel, une commission vient d'être créée par la Direction Générale des Impôts et l'Office d'échange pour aborder la question des revenus publicitaires générés par les deux géants du net au sein du royaume, Google et Facebook, qui ne paieraient aucun impôt malgré la forte activité publicitaire en ligne qu'ils mènent au Maroc et malgré leur capitalisation boursière importante aux États-Unis. Trop, c'est trop, il est temps de passer à la caisse. Mais le Maroc va-t-il franchement réussir son pari, faire plier ces deux piliers des GAFA? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour André. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Mehdi El Fakir également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Économiste, consultant en stratégie et risque management, spécialiste en fiscalité. En deuxième partie, nous verrons si 2018 s'annonce être une bonne année pour les petites et moyennes entreprises. Quelles sont les mesures phares adoptées lors du PLF ou attendues pour les entreprises l'an prochain? Le constat est là, en tout cas les délais de paiement et les défaillances d'entreprises sont toujours en hausse. Y a-t-il pour autant des signaux au vert pour 2018? Lesquels? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, vos réactions, vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Le fisc à la chasse aux impôts dus par Facebook et Google peut-il réussir son pari? C'est le premier sujet qu'on aborde, messieurs. C'est vrai qu'il y a 2 ans, un an, pardon. On est pratiquement en 2018, allez, on va dire 2 ans. 2016, il y avait cette coupure de la VOIP. Beaucoup évoquaient l'idée que c'était pour notamment faire plier les géants du net, Facebook, Google, pour ne pas les citer, et tenter de les faire passer à la caisse pour payer leurs impôts. Il y avait aussi d'autres sources qui disaient raison sécuritaire. On n'a jamais su pourquoi. Ça a duré 10 mois, ça s'est arrêté pendant la COP22. En tout cas, un an après, Mehdi El Fakir, ça y est, la Direction Générale des Impôts et l'Office d'échange entrent dans le dur. Franchement, est-ce que ça peut réussir? Oui, c'est sûr, parce que c'est des décisions souveraines. C'est une décision, bien sûr, qui s'inscrit dans dans la même ligne de conduite d'autres administrations des impôts chez d'autres pays. Je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas réussir. Et en plus, c'est un manque à gagner qui est énorme. Et nous parlons aujourd'hui de numérisation, de digitalisation. Une bonne partie de l'activité de l'économie réelle est en train d'être transférée vers le web. Donc, de ce fait-là, c'est une décision qui devrait absolument réussir et qui est dans le bon chemin. Amine Diori, vous êtes confiant ou moins confiant que Mehdi El Fakir? Non, je suis confiant, comme Mehdi l'a dit à l'instant. Effectivement, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, Facebook, Google, on parle d'activités dématérialisées. Par ailleurs, on est dans un monde où il y a des disparités au niveau des impôts payés et Google, Facebook et tous les GAFA en profitent. Ils vont se localiser là où ils vont payer le moins d'impôts. Par rapport au Maroc, spécifiquement, de quoi parle-t-on exactement? Aujourd'hui, on sait que le marché publicitaire au Maroc représente grosso modo 500 millions de dirhams. Là-dessus, Google et Facebook prennent environ 70%, soit au total 300 millions pour les deux. Et là-dessus, même si on leur imposait un taux de 10%, ça représenterait un impôt de 30 millions pour les deux. Donc voilà, il faut remettre les choses dans son juste contexte. Maintenant, c'est une problématique, le paiement de l'impôt qui est au niveau mondial. C'est-à-dire que l'Union européenne a ce même problème aujourd'hui avec les GAFA. Et la France, notamment, a pris l'initiative avec 3 autres pays, notamment l'Allemagne, de faire payer les GAFA en leur imposant directement sur leur chiffre d'affaires et non pas sur un résultat avant impôt, directement sur leur chiffre d'affaires un pourcentage justement pour les faire contribuer à cet impôt. Et il va y avoir des négociations encore qui vont se poursuivre à début janvier 2018 au sein de l'Union européenne sur cette question. 300 millions d'euros d'activités, de revenus publicitaires en tout cas pour Google et Facebook au Maroc, de dirhams, pardon. Oui. J'ai sorti euro, je suis encore resté sur l'Europe. 30 millions de dirhams d'impôts seulement, Mehdi El Fakir? Vous qui êtes un spécialiste en fiscalité, c'est ce qu'on pourrait tirer grosso modo de la part de Google et de Facebook? Alors, grosso modo, parce que là, on n'est pas dans les chiffres internes de Google et Facebook, on n'a pas de chiffres officiels. Alors là, tout dépend de l'approche technique d'imposition. Si l'objectif est d'imposer les opérations,
Ça n'a rien à voir avec l'imposition des personnes. Il faut tout d'abord que ces personnes soient des personnes fiscalement résidentes ou des personnes qui ont déjà un identifiant, une manière pour pouvoir les identifier au Maroc. Aujourd'hui, nous parlons principalement d'opérations du volume, c'est-à-dire d'imposer les opérations. Et là, il y a bien sûr il y a l'impôt principal, bien sûr, qui est la TVA, mais il y a aussi le droit de timbre. Donc aujourd'hui, je me pose la question par rapport à l'approche. C'est pour cette raison que l'administration fiscale n'a rien proposé pour l'instant. Il a dit qu'il y a une commission qui va travailler pour trouver le meilleur montage, la meilleure approche pour imposer ces opérations et éviter les erreurs des Européens. Il faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui, il est très compliqué je dirais entre parenthèses, je dirais, bon, je vais le dire, c'est un peu cru, mais de coincer ces GAFA. Dans la mesure où ils traitent, où ils travaillent, ils sont très bien conseillés, ils choisissent des montages qui sont minutieusement étudiés pour payer le moindre d'impôt. Ouais. Une bonne partie de ces GAFA sont localisés en Irlande, où ils paient dans les 12%. Donc ça, c'est de l'optimisation fiscale. Absolument. Donc aujourd'hui, partir directement sur l'imposition des personnes pourrait être préjudiciable pour le trésor public. Donc il faut y aller doucement. Et vous avez remarqué que l'implication de l'Office des changes, c'est pour essayer de cerner les flux. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la problématique fiscale repose sur l'identification des flux. Par où on commence, par où on finit. Parfois, les optimisations, les montages jouent sur les subtilités en quelque sorte. Je dirais pas subtilité, mais je dirais en quelque sorte sur les différences et puis je dirais en quelque sorte les variations des différentes législations. Disons que il y aurait des législations qui tablent sur des impositions des flux à la source, oui, et d'autres législations qui tablent sur l'imposition des flux à la destination, à la cible. Donc aujourd'hui, ces GAFA ont pu développer des montages qui étaient minutieusement, perfectionnés et façonnés de façon à éviter toute imposition par ces GAFA. Le Maroc aujourd'hui a choisi le bon chemin en apprenant des leçons des Européens et en menant une réflexion approfondie. Et là, je salue. D'autant qu'on a vu une année 2017, pardon, Mehdi El Fakir, mais chargée en rebondissements, justement, Amine Diouri le disait, c'est vrai que l'Union européenne commence vraiment à réfléchir sur la question de bien taxer Google et Facebook. Là, c'est le moment pour le Maroc de se positionner. C'est peut-être la période, c'est maintenant que jamais. Absolument. Pourquoi ? Bon, le problème, c'était que le Maroc ne voulait pas entraver la bonne marche de la digitalisation de l'économie. Il fallait pas dire que le gouvernement et les pouvoirs publics sont en train un petit peu de s'opposer à une quatrième révolution industrielle. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un volume. Attention, l'économie réelle le paie cher. Regardez ce qui se passe au niveau de la presse papier, au niveau de la presse classique, qui est en train de payer cher l'exode de la publicité de la presse papier vers la presse digitale. Amine Diouri. Oui, alors effectivement, la principale difficulté de cette fiscalisation des GAFA, c'est déjà d'identifier les revenus générés. C'est la première chose à faire. C'est autour de ça que la DGI et l'Office des changes vont se poser dans un premier temps. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que toute prestation de service fournie par un opérateur étranger sur le territoire national est soumis à un prélèvement de 10%. C'est pour ça que je parlais de 10%, 30 millions. C'est bien détaillé, effectivement. Voilà, exactement. Maintenant, au niveau, on parlait de l'Union européenne, c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'Italie, les GAFA, Google notamment, avaient trouvé un accord avec le fisc italien pour payer 200 millions d'euros. Mais en France, par exemple, les tribunaux ont annulé justement une décision qui avait été prise par le fisc français pour faire payer plus d'1 milliard d'euros aux GAFA. Donc après, ça dépend aussi des législations locales qui peuvent tout remettre en cause. Oui, parce que cette question-là aussi, il y a forcément cette commission créée par la DGI, par le fisc et puis par l'Office des changes va vouloir trouver une solution avec ces deux géants pour les taxer sur la durée, sur le futur, mais il y a le passif. Le passif, ça va être quoi ? Ça va être un chèque avec un montant sur lequel on va convenir, comme en Italie, Mehdi El Fakir ? Non, mais aujourd'hui, bon, juste pour apporter une petite précision par rapport à ce que vient de dire Amine, ce n'est pas aussi facile de parler de race, techniquement parlant, parce que ça suppose l'existence d'une facturation. C'est des choses qui ne sont pas malheureusement visibles. On parle de Bitcoin, on parle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, il y a des flux taxables qui sont compliqués et difficiles à identifier. Ça, on est d'accord. Et sûrement, le terrible, c'est quoi ? C'est que, est-ce que la valorisation de ces flux taxables se fait dans les règles de l'art ? Est-ce qu'il n'y a pas une lésion pour le trésor public ? Voilà pourquoi aujourd'hui,
l'approche adoptée, c'est une approche qui était plus, je dirais entre parenthèses, sage, parce qu'il faut effectivement étudier minutieusement la problématique. Pour revenir à ta question, Landry, c'est compliqué de répondre à cette question. Il faut un contrôle. On peut imaginer tout de même que l'office d'échange puisse dire voilà, vous nous devez tant par rapport à ces 10 dernières années d'activité. Si vous parlez d'Italie, parce qu'il y a un résident fiscal, il y a une législation fiscale qui a pu identifier quelqu'un. Mais aujourd'hui, pourriez-vous me dire que Google Maroc, si ça existe, ou Facebook Maroc, si ça existe, sont nettement identifiables pour pouvoir partir les taxer? Est-ce qu'ils ont une résidence fiscale? Est-ce qu'ils ont un lieu? Est-ce qu'ils ont un siège? Est-ce qu'ils ont une succursale pour pouvoir taper dans leur porte pour dire, messieurs, vous devriez nous payer tant? Ce n'est pas aussi évident parce qu'aujourd'hui, le Maroc n'a pas encore été identifié comme étant un réceptacle ou, je dirais, une résidence. Pour le cas de l'Irlande, c'est parce qu'il y a des conventions européennes. Autre chose très importante, le Maroc est en train de préparer à l'application de la convention avec l'OCDE, qui obligerait le Maroc à partir de 2019 à communiquer, à échanger les données électroniques. Ceci devrait faciliter, en quelque sorte, ce contrôle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas aussi aisé sur le plan technique de dire « Monsieur X devrait payer pour le compte du Trésor public marocain tant ». Amine Diouri, ça pourrait prendre combien de temps ces négociations? Ça peut traîner en longueur pendant 1 année, 2 ans, 3 ans? Alors effectivement, je pense que ça prendra du temps. On parle déjà d'un démarrage à partir de janvier 2018. Ensuite, moi, je pense que vous avez raison sur la question du passif. À un moment donné, ils se mettront d'accord, les GAFA et la DGI, autour d'un montant à régler pour. Parce que c'est vrai que évaluer les flux qui ont eu lieu, qui ont eu lieu ces dernières années, ça va être très difficile à faire, voire quasiment impossible. Donc, à un moment donné, ils se mettront d'accord, je pense, autour d'un montant que tout le monde va estimer juste. Et puis, pour les flux futurs, effectivement, un pourcentage sera certainement prélevé comme c'est prévu en France sur le chiffre d'affaires. Mediel Fakir. Même si j'anticipe sur la loi de finances 2018, il ne faut pas oublier que l'administration fiscale a vu juste en tout d'abord mettant à jour la législation fiscale. Et on va en parler parce que aujourd'hui, notre législation reconnaît le flux électronique comme étant un flux, je dirais en quelque sorte, obligatoire. Les documents électroniques sont obligatoires. La constatation par voie électronique obligatoire, la possibilité à l'administration de communiquer électroniquement est obligatoire également aujourd'hui. Donc il fallait préparer la législation pour partir contrôler par la suite. Parce que les GAFA pourraient profiter de ce vide juridique pour se justifier. Donc aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a tardé entre guillemets à. Voilà pourquoi on a parlé de janvier. Bah oui, non, il fallait tout d'abord préparer la législation pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, en matière de contrôle, il a été consacré par la loi de finances pour les projets de finances qui vient d'être voté, la possibilité et je dirais l'obligation de détenir et d'avoir les documents électroniques et la possibilité pour l'administration fiscale de procéder électroniquement au contrôle. Bon, là on parle de Facebook, on parle de Google, mais après on peut parler aussi d'autres géants du net qui ne sont pas présents ici au Maroc. Bon, Microsoft c'est un autre cas, Microsoft est présent ici, mais ça va se poser la question aussi pour d'autres géants du net ou d'autres systèmes, d'autres applications que l'on utilise chaque jour et qui sont aussi utilisées ici au Maroc. Absolument, même pour les opérateurs marocains, même pour les opérateurs régionaux. Donc je dirais en quelque sorte cette digitalisation, c'est une révolution en soi-même qui présente un potentiel énorme pour le trésor public qu'il faut pas négliger. N'oublions pas, et on va en parler même si j'anticipe, la loi de finances vient d'imposer pour la première fois les publicités en ligne. En ce qui concerne l'impôt sur le timbre, c'est une nouveauté, c'est une première. C'est-à-dire aujourd'hui, par le passé, on pouvait faire de la publicité sur le net sans payer aucun sou. Aujourd'hui, il y a le droit de timbre qui vient d'être appliqué. Sur que ce soit le site institutionnel, commercial ou quoi que ce soit, toute publicité donnera lieu au paiement d'une taxe, d'un droit de timbre. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Mediel Fakir. Rebonjour. Rebonjour. Économiste, consultant en stratégie et risque management. Amine Diouri également avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Monsieur PME chez Inforisk, un responsable PME chez Inforisk. On continue de parler avec vous de GAFA, Google et Facebook. Vont-ils enfin payer leurs impôts au Maroc? C'est la question qu'on se pose, puisqu'une commission a été créée par la DGI, la Direction Générale des Impôts et l'Office d'échange pour aborder la question des revenus publicitaires générés par les deux géants du net au sein du Royaume.
On peut estimer aujourd'hui, c'est ce qu'on disait en première partie, à 300 millions de dirhams les activités liées donc à ces revenus publicitaires pour Google et par Facebook, et donc grosso modo un chèque de 30 millions de dirhams d'impôts annuels pour Google et pour Facebook cumulés qui sera réglé. Et puis il y a un passif bien évidemment sur lequel il faudra peut-être s'entendre. On verra si le Maroc a des arguments. Ce que Mehdi Fakir vous soulignez tout à l'heure, le fait que ça va être difficile au Maroc de prouver l'existence de résidence fiscale de Google et de Facebook ici au Maroc, puisque on sait très bien que les deux géants du net n'ont pas de bureau, bien qu'il y ait des questions qui se posent encore pour Google. Il y a ce défi de l'optimisation fiscale. Amine Diori, vous nous parliez discrètement pendant la pause publicitaire de ce qui se passe, ce qui s'est passé concrètement en Irlande par rapport à Google et Facebook, avec des montages. Ça, on connaît bien du côté des deux géants du net. Effectivement, je regardais les comptes publiés des GAFA. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'ils réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires hors des États-Unis. Ce qui est important de voir, c'est après le taux d'imposition global par rapport à cette activité hors États-Unis. On sait qu'en Irlande, aujourd'hui, le taux d'IS est environ 12,5%. Or, en réalité, quand on voit les Facebook, par exemple, c'est à peine 4% de taux d'imposition sur le résultat avant impôt. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à optimiser encore plus leur bénéfice avant impôt. Alors, comment ils s'y sont pris? Très simplement. Via des paradis fiscaux, les îles Caïmans, les îles Vierges, etc., où ils vont localiser. Alors on parle de dizaines de milliards, voire même des centaines de milliards de dollars de trésorerie qui sont localisés dans ces paradis fiscaux. Et le problème que ça pose, très honnêtement, c'est un problème de déréglementation de la compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises qui n'ont pas payé, qui ont économisé des dizaines de milliards d'impôts, vont après utiliser cette trésorerie pour acheter d'autres compétiteurs et fausser la concurrence. Et c'est ça le véritable problème, je trouve. Bon, ce problème-là peut se poser ensuite au Maroc, une fois que l'accord est conclu, Mehdi Fakir. Absolument. Donc aujourd'hui, peut-être ce qui permet aujourd'hui à ces géants de faire ces montages, c'est tout d'abord l'existence de conventions entre les pays en question, des régimes de change qui sont complètement libéralisés, donc la possibilité de passer des flux financiers sans passer par, je dirais, un régulateur de change. Et surtout le fait que, comme vous l'avez si bien dit, ces GAFA sont très bien conseillés et qui font très attention pour ne pas, je dirais, être en marge de la loi, mais utiliser très bien ces lois pour optimiser. Donc toute opération d'investissement, de fonctionnement, il est optimisé en constituant des briques de façon à éviter d'être imposé sur l'opération, soit en transformant le fruit de ces opérations en produits de capitaux, de dividendes qui sont défiscalisés un peu partout, et soit en choisissant minutieusement les différentes étapes de façon à arriver finalement à des taux effectifs de l'ordre de 4 à 5%. Au Maroc, bien sûr, aujourd'hui ça échappe aujourd'hui au contrôle, et c'est l'objectif du travail que va faire la DGI, mais surtout, je pense, et c'est l'esprit de l'action de la DGI, c'est de profiter des expériences de ces pays-là pour essayer de trouver le bon argumentaire afin d'imposer la bonne personne, de ne pas, parce qu'une bonne partie pour Facebook et compagnie, bon, il y a des sous-traitants, il y a des freelancers, il y a des personnes qui utilisent Facebook comme plateforme. Donc Facebook pourrait arguer en disant c'est pas nous. Nous, on est un provider, on est un fournisseur de services. C'est les autres qui initient les opérations. Oui. Ah, absolument. Donc je suis fournisseur de technologie, je ne suis pas taximan. Absolument. Je ne produis pas des véhicules. Absolument. Ils ont une régie publicitaire quand même. Ils placent bien la publicité, donc c'est une activité qui est taxable. Sauf que cette régie publicitaire ou cette activité pourrait être régie par une législation fiscale autre que celle marocaine. On pourrait arguer en disant c'est hors champ d'application de la législation marocaine. Ces personnes se sont entendues en France, en Belgique, l'impôt a été déjà plutôt payé dans ces pays-là, et vous ne pouvez pas aujourd'hui nous imposer une double taxation. Donc aujourd'hui, c'est un travail minutieux, chirurgical, qui doit être mené de façon à trouver en quelque sorte une nouvelle philosophie d'imposition pour cette nouvelle génération d'opérations à fiscaliser. Amine Diori, Mehdi Fakir, je posais la question tout à l'heure, combien de temps ça peut prendre 2 ans, 3 ans, ça peut aller vite. Vu l'expérience, le capital expérience engagé par l'Union européenne sur ce dossier-là, on imagine qu'il y a eu effectivement des échanges de la part de l'administration marocaine et de l'administration européenne.
Alors, très moi, à mon avis, ça prendra quand même du temps. L'expérience européenne le montre. Il n'y a pas de solution qui est aujourd'hui proposée sur la table au niveau commun de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France fait une proposition, mais après, c'est des cas par cas. C'est-à-dire que Google est allé régler son problème avec le fisc italien et est en train d'essayer de régler son problème avec la France. Et c'est pareil dans la plupart des pays. Il n'y a pas de solution harmonisée. Il n'y a pas de vraie solution sur la table aujourd'hui pour justement contrer cette problématique des services dématérialisés qu'aujourd'hui proposent les GAFA et tout ce qui est services numériques. Mehdi El Fakir, franchement, c'est vrai que le Maroc a réintégré l'Union africaine. On ne pourrait pas imaginer une bataille africaine face aux GAFA ? C'est en perspective. Moi, aujourd'hui, juste pour confirmer ce qu'a expliqué Amine, je pense que le Maroc est en train d'attendre la jurisprudence européenne. Nous allons attendre un petit peu les accords des Européens pour s'en inspirer. Après, bien sûr, le Maroc aspire à, bien sûr, devenir un vrai acteur régional. La 4e révolution industrielle va lui en profiter à condition qu'il puisse s'y préparer. Donc le Maroc pourrait être plutôt un exemple à suivre pour ces pays-là. Déjà en matière de législation, peut-être au sein de la CEDEAO ? Absolument, premièrement, et deuxièmement en matière d'expérience, de retour sur expérience. Et puis, en développant cette intégration régionale, ceci donnera un argumentaire supplémentaire pour le Maroc pour être un hub régional. Parce qu'il va développer des accords fiscaux qui vont permettre un petit peu à ces opérateurs de mieux encore optimiser et de trouver que le Maroc est un vrai paradis, je dirais, sur le plan investissement. Donc c'est une opportunité dans tous les sens et je dois saluer le travail qui se fait au niveau de la DGI, qui dispose d'une direction réglementation et législation d'un très haut niveau, qui a été reconnue sur le plan régional et même sur le plan international. Et notre législation fiscale, il a évolué par rapport à beaucoup de législations, je dirais, sur le plan régional. Et je ne doute pas que le travail qui va être fait dans les mois qui suivent vont permettre au Maroc de digérer cette nouvelle génération et de trouver vraiment un juste milieu. Parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que le Maroc ne veut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas aussi qu'on sort avec des restrictions un peu partout et qu'on devient vraiment un pays dur avec une législation dure. Ce n'est pas du tout dans le bon sens. Ce qu'il faudrait, c'est un minimum pour tout simplement encourager cette activité, mais tout en sauvegardant les intérêts du Trésor. Amine Diouri, pour conclure. Oui, pour conclure, j'ai commencé par dire que ces négociations aujourd'hui elles portent sur des montants qui sont relativement restreints puisqu'on parle aujourd'hui d'un marché publicitaire marocain qui est relativement petit, mais il faut voir le futur. Le futur, c'est quoi? C'est de voir que ce marché publicitaire va grandir de manière conséquente. On a des taux de croissance aujourd'hui qui sont très importants. On sait qu'aujourd'hui il y a plus de 20 millions de Marocains qui sont connectés à Internet, ce qui en fait le 3e pays le plus connecté sur le continent africain. Donc aujourd'hui il y a un vrai potentiel de développement pour ce marché publicitaire et c'est de demain qu'on trouvera vraiment notre compte au niveau des revenus de taxation via les revenus publicitaires. À 9h43 sur Atlantique Radio, dans un instant notre deuxième sujet. 2018 s'annonce être une bonne année pour les PME ou pas? C'est la question qu'on va se poser, mais juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. On commence avec vous, Mehdi El Fakir. Coup de gueule, coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi ce mercredi? Pour ce mercredi, un coup de gueule d'une proposition qui vient d'être initiée, dont vous avez parlé tout à l'heure, par un maire, que je ne vais pas me permettre de citer ni le nom ni la localité, au Maroc. Tout le monde le reconnaîtra en tout cas. De toute façon, et qui propose un petit peu une sorte de discrimination malheureusement déguisée pour les femmes. Nous ne sommes pas en Iran. Je n'ai vu ça qu'en Iran, peut-être dans certains pays du Golfe. Ce n'est pas du tout dans le bon sens. Ce n'est pas comme ça que nous allons protéger la femme. Pour protéger la femme de l'harcèlement, de l'agression, de la violence, c'est des législations à développer, c'est une culture à implanter, mais laisser les choses telles qu'elles sont et en disant on va les protéger en les cachant, en les isolant, en faisant de la discrimination, c'est quelque chose qui dépasse, qui malheureusement vraiment nuit à l'image du Maroc. Et j'espère que de la part des politiciens, qu'ils puissent réfléchir de façon mûre avant de décider quoi que ce soit, parce que moi personnellement j'étais tout simplement choqué en entendant parler de cette proposition. Bon, vous le dites pas, je le dis moi. Oui, Mohamed Sadiki, le maire de Rabat. Et on parle des bus roses. Des bus roses, bien évidemment. On l'a vu d'ailleurs ce matin. Ils n'ont rien de rose. Azaoui. Ils n'ont rien de rose. Député PAM qui était en ligne de mire justement dans cette bataille pour tenter de contrecarrer le maire de Rabat, même si effectivement depuis qu'il est élu, pour l'instant, force est de constater que les conseils communaux sont bien difficiles à gérer. Donc on a du mal à imaginer que cette décision puisse voir le jour concrètement dans les prochains mois. Bon, très rapidement, Landry, j'aurais souhaité qu'il puisse se concentrer sur d'autres problèmes
plus intéressant, plus important que de chercher dès maintenant des décisions électoralistes politiciennes en préparant les prochaines élections. Hein, c'est une campagne qui précède les élections, ça, c'est vraiment insensé. Amine Dury, coup de gueule, coup de cœur? Alors un coup de cœur, une mesure du projet de loi de finances qui est passée inaperçue, c'est une subvention de transport pour les exportateurs et les exportateurs indirects. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frais de transport entre les sites de production, les usines et les ports seraient pris en charge par l'État via un fonds industriel de développement. Et c'est très intéressant, ça met à égalité les usines qui sont localisées dans toutes les zones enclavées du Maroc et qui les rapproche justement des ports et qui les met à égalité avec d'autres usines qui sont mieux situées. L'avantage de tout ça, c'est que cette subvention permet à ces exportateurs d'être plus compétitifs, de proposer des prix plus attractifs et d'être plus compétitifs à l'international. 9h45 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. 2018 va-t-elle être une bonne année en perspective pour les PME? On a Monsieur PME et Monsieur Fiscalité avec nous pour nous répondre justement. Monsieur PME, on prend une boule de cristal, on se projette au 1er janvier 2018. Quels sont vos pronostics? Alors, très honnêtement, si on parle des entreprises 2018, ça reste, si on parle de l'environnement global, je dirais que ça reste encore assez flou. Il y a un certain nombre de mesures très importantes qu'on attend, qui doivent rentrer en œuvre, et c'est à partir de là qu'on verra un peu plus clair sur l'amélioration de la situation des entreprises ou pas. Je pense notamment à tout ce qui est délai de paiement. Il y a quand même une loi qui a été votée, qui a été publiée au bulletin officiel, qui est rentrée en vigueur, mais il y a problème de publication des arrêtés d'application qui ne seront publiés qu'à partir du second semestre 2018. Donc ça, c'est une première chose. Au 1er janvier, toujours en matière de délai de paiement, là c'est l'administration publique qui est concernée par la loi. Donc ça aussi, il va falloir qu'on voit aussi les résultats effectifs, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, en matière de marché public, on parle quand même de plus de 10 mois de délai de paiement pour les entreprises qui travaillent avec l'État. Donc ça va être aussi la trésorerie assurée pour les entreprises qui travaillent avec l'État. Et puis le dernier point lié au délai de paiement, c'est aussi le lancement de l'observatoire qui est prévu. Donc ça, c'était lié à un troisième arrêté, mais bon, les choses avancent bien à ce niveau-là, donc certainement qu'il sera lancé dès l'année prochaine. Monsieur Fiscalité, Miguel Fakir, il y a quand même eu des avancées qui étaient attendues depuis très longtemps en matière de fiscalité dans le PLF 2018 qui vient d'être adopté. Absolument. Moi, je vais me permettre de parler du PLF, plutôt de la loi de finances 2017. Et de 2018. Vous savez très bien que la loi de finances 2017 a été votée vers le 12 juin. Il n'a pas vraiment eu le temps d'être appliquée, d'être suivie, d'être comprise. Donc l'année 2018, ça va être l'année test. Bon, il y a bien sûr des mesures qui sont très intéressantes, notamment l'instauration de l'IS progressif pour alléger la pression de l'impôt, le régime de cessation d'activité qui permet à des entreprises pendant 24 mois d'arrêter, d'avoir une sorte de répit fiscal pour se relancer par la suite. Donc c'est une reconnaissance de la part des pouvoirs publics et du législateur fiscal qu'il y a des difficultés et qu'il y ait lieu d'adapter le régime fiscal pour que nous ne continuions pas à payer des impôts alors qu'on est en difficulté, et arrêter cette hémorragie et cette mentalité des entreprises. Il y a aussi l'assouplissement en matière de fiscalisation des indemnités de départ, en incluant dans la période, et pour encourager les opérations de restructuration, en reconnaissant toute voie de réconciliation, qu'elle soit judiciaire ou pas, pour pouvoir ne pas payer d'impôts. Ça, c'est très nouveau. Et sans oublier bien sûr l'amnistie sur les majorations et les pénalités de retard pour des impôts qui sont dus à hauteur de 100% avant 2016 et 50% pour 2017. Ceci pour vraiment permettre aux entreprises de régler leurs comptes définitivement avec le fisc et d'éviter à chaque fois cette histoire de ATD, commandement, impôts et tout cela, pour que les entreprises puissent en profiter pour pouvoir aller de l'avant et vraiment assainir leur situation une fois pour toutes. J'en citerai les plus importants, et sans oublier bien sûr la subvention de transport qui apparaît. Mais bon, à mon avis, le challenge le plus important, c'est d'accélérer la mise en place de régimes fiscal liés aux deux choses. Tout d'abord, l'industrialisation, parce que nous attendons avec impatience le décret. Et puis la mise en place de ce décret donnera lieu à des opérations de restructuration. Et pour cela, l'administration fiscale a prévu un régime qui est très alléchant, permettant à toute opération de restructuration, fusion, scission, d'être totalement défiscalisée.
Donc les entreprises industrielles qui vont créer des entreprises pour pouvoir par la suite absorber des entreprises existantes afin de bénéficier de ce nouveau régime vont le faire pratiquement à 0 dirham. C'est quelque chose qui est dans le bon sens. Ouais, on a un bon cocktail. C'est la question. On a un cocktail en tout cas de mesure. Est-ce qu'il va prendre, est-ce qu'il va pas prendre ce cocktail? J'ai envie de vous poser la question, Amine Diouri, parce que c'est vrai que on sait que pour les entreprises qui vont voir le jour, il va y avoir des mesures aussi qui vont être mises en place, notamment en termes de création d'emplois défiscalisés. Mais pour l'entreprise qui a vu le jour en 2015, qui va en être à sa pratiquement troisième année d'activité en 2018, est-ce que le ciel s'éclaircit un petit peu pour elle en 2018 en matière d'aide, notamment en matière fiscale ou en matière de mesures, d'accompagnement? Alors, vous posez une question intéressante en posant le doigt sur les entreprises qui ont 2 ans et plus. Celles qui sont le plus en difficulté en principe. Et pourquoi elles sont les plus en difficulté? Parce qu'effectivement, statistiquement parlant, les entreprises défaillantes ont le plus souvent, à plus de 70%, c'est dans les entreprises qui ont moins de 2 ans. 2 ans, c'est une sorte de vallée de la mort pour les entreprises nouvellement créées. Alors maintenant, par rapport à 2018, il y a un certain nombre de points qui sont intéressants. Je rappellerai que l'IS progressif, c'est censé déjà apporter un peu d'oxygène à ces entreprises et payer moins d'impôts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la rénovation du programme TAFIS par rapport par rapport aux charges salariales prises en charge pour maintenant 10 salariés embauchés au lieu de 5. Donc ça, c'est aussi intéressant. Voilà, il y a un certain nombre de choses, mais c'est vrai que pour ces entreprises qui ont 2 ans et plus, ce qu'elles vont attendre prioritairement, c'est des lois qui sont afférentes à l'environnement des affaires. J'ai parlé évidemment des délais de paiement, mais il y a autre chose. Quand elles veulent aller à la banque et qu'elles veulent emprunter, aujourd'hui le banquier va leur demander un certain nombre de garanties qu'elles n'ont pas, donc elles vont avoir du mal à se financer. Et c'est là qu'il y a une loi qui est très intéressante et qu'on attend beaucoup, c'est la réforme du droit des sûretés mobilières, qui va permettre justement ces chefs d'entreprise qui vont voir leur banquier de donner en garantie pas simplement un fonds de commerce en globalité, mais de morceler ce fonds de commerce et d'obtenir des financements pour chaque morceau du fonds de commerce qui sera proposé à la banque et d'obtenir plus facilement des facilités bancaires. Donc ça, c'est courant 2018. Mehdi Fakir, c'est un levier intéressant, ça. Oui, mais je suis d'accord. Vous allez faire la grimace, en fait. C'est pour ça que je pose la question. C'est une réforme qui est compliquée. Parce que, je vais vous dire, toute réforme qui concerne des sûretés, dans le sens large du terme, et qui renvoie à des législations relativement, je dirais, très dont la gestion dépend d'un mode de gestion ancré dans le monde des affaires, devrait inquiéter plutôt que rassurer. Donc cette réforme ne pourrait réussir que lorsqu'il y a vraiment une adhésion de l'ensemble des parties prenantes, y compris l'administration qui gère cette sûreté, ministère de la Justice, l'administration de cadastre, les banquiers également pour donner leur avis. Parce qu'aujourd'hui, pour les banquiers, c'est le problème de réalisation de ces garanties. Parfois, ces garanties sont en entier. Un fonds de commerce, il est compliqué à réaliser. Le morceler, encore, ça va encore compliquer les choses. Entre expertise, quantité, tout ça, ceci devrait ne pas forcément rassurer le banquier. Donc, il faut réformer en profondeur et surtout, réformer les appareils administratif, judiciaire en charge de la gestion de ces garanties pour donner de l'assurance aux personnes. Sinon, les banquiers pourraient ne pas les accepter parce que ça pourrait ne pas arranger leurs affaires. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les banquiers sont avec BAL 2, avec BAL 3, avec une réglementation de plus en plus corsée. Ce n'est plus les garanties qui les intéressent, c'est le risque de la contrepartie. Ce n'est pas en venant ramener une garantie, disons j'ai une garantie que le banquier c'est révolu. Maintenant le banquier dit oui, mais avec votre garantie, ce n'est pas un risque qu'on pourrait accepter. Et on arrête là. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui... Voilà pourquoi j'aimerais bien que de telles réformes qui sont très, très, très intéressantes puissent vraiment avoir l'adhésion du maximum possible pour pouvoir réussir. Et moi, personnellement, je crois que une telle réforme devrait encore prendre un peu de temps. Et s'il est réformé rapidement, devrait malheureusement ne pas prendre l'adhésion. Et là, je reprends, je dirais, les avis de certains banquiers. Et les banquiers, vraiment, sont des personnes qui ont un vécu qui est de plus en plus compliqué. Le coût de risque a explosé. Les complications pour réaliser les garanties se sont encore compliquées. Et le problème, c'est l'encadrement et l'éducation de l'entrepreneur. Pour qu'il ne puisse pas imaginer que j'ai une garantie, j'ai un crédit. C'est réducteur. Tout d'abord, quel est votre projet? Est-ce qu'il est viable, pas viable? C'est Amine, il a parlé de la vallée de la mort, il a raison.
C'est une bonne expression, les fameux de premières années. Voilà. Janvier 2018, ça fera 2 ans que les négociations ont débuté justement entre le groupement bancaire, la CGM, Banque Al Maghrib, pour justement limiter le nombre de garanties, tenter de trouver des solutions pour débloquer l'accès au financement. 2 ans après, Amine Diouri, est-ce que les PME ont commencé à ressentir les effets de certaines mesures qui ont été annoncées? Clairement non. On a parlé aussi de rendre public les scores qui sont octroyés par les banques aux entreprises. Malheureusement, ça n'a pas amélioré les choses. On les voit au niveau des statistiques publiées par Banque du Maroc. Très clairement, notamment au niveau des crédits de trésorerie, la situation, elle est pas optimale. On peut faire beaucoup mieux. Et la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on a un environnement qui est aujourd'hui très difficile pour les entreprises. Elles ont, à cause des délais de paiement, à cause des crédits de TVA qui ne rentrent pas, etc. Donc, elles ont des problèmes de trésorerie. De l'autre côté, elles cherchent à se financer, mais elles n'obtiennent pas ces financements, et d'où les difficultés, les défaillances importantes qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ce problème. Mehdi El Fekir. Je crois personnellement que, bien sûr, la démarche consensuelle est toujours la bienvenue, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est des actions de la part de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, il est estimé que pour relancer l'économie, ce n'est pas que le secteur bancaire. Il faut que l'État relance l'économie à travers la relance de la commande publique. Et par la suite, le système et le tissu entrepreneurial, en absorbant cette dynamique que va être créée par l'État, sachant que l'État, il faut qu'il soit aussi en même mesure d'appliquer des termes de qualité, plutôt des critères de qualité en matière de délai de paiement. C'est ce qui permettra à la PME tout d'abord d'avoir une assise financière pour financer son fonctionnement, et surtout d'investir. Parce que investir ou mourir, le secteur bancaire ne peut pas tout faire. Le secteur entrepreneurial privé ne peut pas tout faire. C'est une démarche consensuelle, mais il ne faut pas oublier, même aux États-Unis, même partout, il y a l'État qui est vraiment le joker et le meneur de jeu. Bon allez, j'ai en profité puisque Monsieur PME est avec nous. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk. On s'attend à combien en termes de défaillance d'entreprise en croissance pour cette année 2017 ? On arrive à la fin ? On arrive à la fin, alors je citerai pas de chiffres parce que j'attends de faire le décompte définitif, mais bon, il faut s'attendre quand même à une croissance entre 15 et 20%. 15 et 20%. Oui. Et pas d'éclaircie à l'horizon 2018 ? À mon avis, dans le meilleur des cas, on aura une stabilisation et peut-être une hausse comprise entre 0 et 10, mais il ne faut pas s'attendre à une décrue du nombre de défaillances pour le moment. Merci messieurs. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk, Mehdi El Fekir, économiste, consultant en stratégie et risque management. Je vous souhaite très bonne année 2018 à l'avance, la santé. Très bonne année, merci beaucoup. Très bonne année à vous et à tous les auditeurs. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Faisal Laoui, c'est à 10h10, à 10h. Le point info en langue arabe avec Morad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous sur Atlantique Radio.